Ma fiancée a dit, avant de t'épouser, je veux un contrat prénuptial qui protège tout ce que je gagne. Je ne veux pas perdre un centime. J'ai répondu, signe tout ce que tu veux. Elle pensait avoir gagné. Mais des mois plus tard, lors d'une réunion avec son avocate, elle a remarqué une clause qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et le regard qu'elle m'a lancé n'était rien de moins que de la panique. Je m'appelle Marcus, j'ai 34 ans. Et il y a 6 mois, ma fiancée a insisté pour avoir un contrat prénuptial qui protégeait tous ses biens, tout en ignorant complètement que j'avais tranquillement bâti quelque chose valant bien plus qu'elle ne le réalisait. Lorsque son avocate a finalement expliqué ce à quoi elle avait réellement consenti, elle a compris que sa tentative de se protéger de moi s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. J'étais avec Diane depuis 2 ans, et nous étions fiancés depuis 4 mois. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'un ami, quand j'avais 32 ans et elle 30. Elle travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques, et gagnait bien sa vie, environ 150 000 $ avec les bonus. Elle était ambitieuse, déterminée, et parlait toujours de sa trajectoire professionnelle et de ses objectifs financiers. Au début, j'aimais cela chez elle. L'ambition est attirante. Je travaille dans la technologie, mais pas de la manière clinquante que les gens imaginent. Je suis architecte logiciel, avec un revenu stable d'environ 140 000 $, rien qui fasse tourner les têtes. Ce que Diane ne savait pas, parce que je n'en avais jamais fait tout un plat, c'est que je construisais une entreprise annexe depuis 6 ans. Une plateforme SaaS que j'avais développée les soirs et les week-ends, quelque chose qui avait commencé comme un projet de loisir et s'était progressivement transformé en une activité concrète. Au moment où Diane et moi nous sommes fiancés, la plateforme générait environ 400 000 $ de revenus annuels, avec des frais généraux minimes. Je réinvestissais discrètement les bénéfices, la développant de manière durable, sans en tirer un salaire flamboyant. Je vivais modestement, conduisais une voiture pratique, et ne clamais pas ma réussite. Cette entreprise était mon filet de sécurité, mon futur plan de retraite, quelque chose dont j'étais fier, mais que je n'avais pas besoin d'annoncer. Diane savait que j'avais un projet annexe. Elle m'avait vu travailler sur mon ordinateur portable certains soirs, elle savait que j'avais une petite entreprise de logiciels, mais elle n'avait jamais demandé de détails, ne s'était jamais montrée intéressée par les spécificités. Elle était concentrée sur sa propre carrière, ses propres revenus, et sa propre indépendance financière. Il y a 6 mois, environ 2 mois après nos fiançailles, Diane a abordé le sujet du contrat prénuptial. Nous dînions chez elle, et elle avait été inhabituellement silencieuse toute la soirée. « J'ai besoin de te parler de quelque chose, dit-elle. »« D'accord, qu'y a-t-il » J'ai réfléchi à nos finances, au mariage, et à ce qui se passe si les choses ne fonctionnent pas. « D'accord. Je veux un contrat prénuptial. Avant de nous marier, je veux une protection légale pour tout ce que je gagne et tout ce que je possède. Je ne veux pas perdre un centime si nous divorçons. » J'ai posé ma fourchette. « Tu planifies le divorce avant même que nous soyons mariés ? » Je suis réaliste. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai. J'ai vu trop d'amis divorcer et perdre la moitié de leurs biens. Je ne ferai pas ça. J'ai besoin que tu acceptes un contrat prénuptial qui garde tout séparé. Ce qui est à moi reste à moi. Ce qui est à toi reste à toi. Tu ne me fais pas confiance ? Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de protection. C'est une planification financière intelligente. Et si je dis non, alors je ne peux pas t'épouser. Ce n'est pas négociable pour moi, Marcus. J'ai besoin de cette protection. J'y ai réfléchi pendant peut-être 10 secondes. Puis j'ai dit, signe tout ce que tu veux. Si tu as besoin d'un contrat prénuptial pour te sentir en sécurité, nous ferons un contrat prénuptial. Elle a eu l'air soulagée, presque surprise. Vraiment ? Tu es d'accord ? Oui. Si tu veux que tout soit gardé séparé, c'est bien. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. Tout ce qui te met à l'aise. Merci. Je sais que certains hommes sont bizarres avec ces choses-là, mais j'ai besoin de me protéger. Je comprends. Demande à ton avocate de rédiger quelque chose. Je demanderai à la mienne de l'examiner. Elle a souri, m'a serré dans ses bras, et a semblé sincèrement heureuse que j'ai accepté si facilement. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'étais parfaitement d'accord pour garder les finances séparées. En fait, je le préférais. Une semaine plus tard,
l'avocate de Diane a envoyé le projet de contrat prénuptial. Il était minutieux, 20 pages de jargon juridique, disant essentiellement que tous les biens prénuptiaux restaient séparés. Tous les revenus gagnés pendant le mariage restaient séparés. Pas de pension alimentaire, pas de réclamation sur les comptes de retraite ou les investissements de l'autre. Tout était divisé en 2 parties égales. Tu gardes le tien, je garde le mien. Je l'ai envoyé à mon avocat, Tom, que j'avais utilisé pour mes contrats commerciaux. Il l'a examiné et m'a appelé. C'est assez agressif, dit-il. Elle veut une séparation financière complète. Oui, c'est ce qu'elle a demandé. Tu es d'accord avec ça? Complètement. Peux-tu ajouter une clause concernant les biens professionnels? Quel genre de clause? Toute entreprise ou véhicule d'investissement détenu avant le mariage ou démarré pendant le mariage reste la propriété exclusive de la personne qui l'a créé, y compris tous les revenus et les capitaux propres de ladite entreprise. Quelque chose comme ça. Tu veux protéger ta société de logiciels. Exactement. Si elle veut une protection financière, je veux la même. Assure-toi que toute entreprise que je possède ne puisse pas être touchée. C'est juste. Je l'ajouterai. Autre chose? Une dernière chose. Ajoute une clause concernant la divulgation financière. Si l'une des parties falsifie sa situation financière ou dissimule des biens, le contrat prénuptial devient nul. Transparence totale exigée. Intéressant. Pourquoi cette clause? Parce que si je dois signer quelque chose d'aussi restrictif, je veux m'assurer que nous sommes tous les deux honnêtes au sujet de nos finances. Ça semble juste. Je l'ajouterai. Elle devra cependant accepter ces modifications. Elle le fera. Elle veut tellement ce contrat prénuptial qu'elle acceptera tout ce qui est raisonnable. Tom a ajouté les 2 clauses et a envoyé la version révisée à l'avocate de Diane. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Diane. Mon avocate dit que tes changements sont acceptables. Nous pouvons signer la semaine prochaine. Elle avait accepté sans même me demander quels étaient les changements. Cela m'a dit tout ce que je devais savoir sur la façon dont elle lisait attentivement le document. Elle était concentrée sur la protection d'elle-même et a supposé que mes modifications étaient également autoprotectrices, ce qu'elles étaient, juste plus qu'elle ne le réalisait. Nous avons signé le contrat prénuptial 3 semaines plus tard. Les 2 avocats étaient présents, nous paraphant chacun chaque page, et signant à la fin. Diane avait l'air satisfaite, soulagée même. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, une protection financière complète contre moi. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais obtenu la même chose d'elle, et j'avais bien plus à protéger qu'elle ne le savait. Mise à jour 1. Le mariage a eu lieu 4 mois après la signature du contrat prénuptial. Belle cérémonie, bonne affluence, réception coûteuse que Diane a insisté pour avoir et qu'elle a payé elle-même. Elle voulait impressionner ses collègues et sa famille. Elle voulait que tout soit parfait. Je ne m'en suis pas soucié. C'était son argent, son choix. Nous nous sommes installés dans la vie conjugale. Nous avons gardé les finances complètement séparées comme le spécifiait le contrat prénuptial. Un compte joint pour les dépenses ménagères auxquelles nous contribuons chacun à parts égales. Tout le reste, nos économies individuelles, nos investissements, nos revenus, est resté séparé. Diane semblait heureuse de cet arrangement. Elle ramenait un bonus et le transférait immédiatement sur son compte de placement personnel. Elle n'en a jamais discuté avec moi, ne m'a jamais posé de questions sur mes finances. Nous étions mariés, mais financièrement indépendants. 3 mois après le mariage, ma société de logiciels a été acquise. Pas entièrement acquise, plutôt une prise de participation majoritaire achetée par une plus grande entreprise technologique. Ils ont acheté 60% pour 8 millions de dollars. J'ai conservé 40% des capitaux propres et je suis resté en tant que consultant. Je n'en ai pas parlé à Diane immédiatement, non pas parce que je le cachais, mais parce que je le digérais moi-même. C'était 6 ans de travail soudainement validés, soudainement liquides. J'avais des avocats et des comptables à consulter, des implications fiscales à comprendre, et des décisions à prendre concernant les capitaux propres restants. 2 semaines après l'acquisition, j'en ai finalement parlé à Diane. Nous dînions à la maison, et elle parlait d'une grosse vente qu'elle avait conclue au travail. C'est génial, ai-je dit. J'ai eu de bonnes nouvelles aussi. Ma société de logiciels a été acquise. Elle a levé les yeux. Ton projet annexe. Oui.
Une entreprise technologique a acheté une participation majoritaire. Oh, c'est cool. Pour combien? 8 millions de dollars pour 60%. Elle a arrêté de manger, et m'a juste fixé. 8 millions de dollars? Oui. J'ai conservé 40% des capitaux propres. Donc, la valorisation totale était d'environ 13 millions de dollars. Ma part de la vente était de 8 millions de dollars. Tu as 8 millions de dollars? Après impôt, ce sera plus proche de 5 millions, mais oui, approximativement. Et tu n'as pas pensé à mentionner ça? Je le mentionne maintenant. Ça s'est conclu il y a 2 semaines. J'ai eu affaire à des avocats et des comptables. Son visage affichait une multitude d'émotions. Donc, tu as secrètement dirigé une entreprise de plusieurs millions de dollars. Pas secrètement. Je t'ai parlé de mon entreprise de logiciels. Tu n'as jamais demandé de détails parce que je pensais que c'était une petite activité annexe. Je ne savais pas que tu dirigeais quelque chose valant des millions. Cela ne valait pas des millions quand nous nous sommes rencontrés. Cela a grandi avec le temps. J'ai réinvesti les bénéfices, et je l'ai développé lentement. Depuis combien de temps savais-tu que ça valait autant? Je ne le savais pas avec certitude avant que l'offre d'acquisition n'arrive. Ces choses sont difficiles à évaluer jusqu'à ce que quelqu'un propose réellement d'acheter. Elle s'est assise en arrière, les bras croisés. Ça change les choses. Ça change quoi? Notre situation financière. Notre contrat prénuptial a été négocié sur la base de nos revenus déclarés. Tu as fait croire que tu gagnais 140 000 dollars par an. Je gagne bien 140 000 dollars par an avec mon emploi principal. Les revenus de l'entreprise étaient séparés, ce qui, selon notre contrat prénuptial, est entièrement à moi et protégé de toute réclamation. Tu aurais dû me le dire. Tu voulais une séparation financière complète. Tu as insisté là-dessus. Tu as obtenu exactement ce que tu as demandé. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Tu voulais un contrat prénuptial qui protège tout ce que tu gagnes pour ne pas perdre un centime. Je l'ai signé. Le même contrat prénuptial protège tout ce que je gagne, y compris mon entreprise. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Nous avons fini le dîner dans un silence tendu. Mise à jour 2. Au cours de la semaine suivante, Diane est devenue de plus en plus contrariée par l'acquisition. Elle en parlait constamment, comment je l'avais caché, comment le contrat prénuptial devrait être renégocié, à quel point ce n'était pas juste que j'ai tout cet argent auquel elle ne pouvait pas accéder. Je n'ai rien caché, continuai-je à expliquer. Tu connaissais mon entreprise. Tu as choisi de ne pas poser de questions. Et le contrat prénuptial sur lequel tu as insisté protège les revenus de mon entreprise. C'était littéralement l'une des clauses que j'ai ajoutées et que ton avocate a approuvée. Je n'ai pas lu tous les détails. Ce n'est pas mon problème. Tu voulais un contrat prénuptial. Tu en as eu un. Ton avocate l'a examiné. Tu l'as signé. Tout est légal et juste. Nous devrions renégocier. Pourquoi ferais-je cela? L'accord nous protège tous les deux également. Tu gardes tout ce que tu gagnes. Je garde tout ce que je gagne. C'est ce que tu voulais. Mais je ne savais pas. Savais quoi? Que je pourrais réussir? Que mon entreprise pourrait valoir quelque chose? Tu as supposé que je gagnerais toujours moins que toi, que tu serais toujours le principal soutien de famille. Maintenant, tu es contrarié que la réalité soit différente. Elle n'aimait pas entendre cela, mais c'était vrai. Elle avait poussé pour un contrat prénuptial en partant du principe qu'elle me surpasserait toujours financièrement, qu'elle avait besoin de protection contre moi. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que j'aurais pu avoir besoin de protection contre elle. Un mois après que je lui ai parlé de l'acquisition, Diane est rentrée à la maison et a annoncé qu'elle avait programmé une réunion avec son avocate. Je veux revoir le contrat prénuptial. Je pense qu'il pourrait y avoir des motifs de le modifier. Sur quelle base? La divulgation financière. Tu n'as pas correctement divulgué la valeur de ton entreprise. J'ai divulgué que je possédais une société de logiciels. C'était dans la documentation du contrat prénuptial. La valeur a augmenté après notre signature. Ce n'est pas une fausse déclaration. Mon avocate pense que nous avons un dossier. Ton avocate te facture alors pour un dossier que tu ne gagneras pas. Mais vas-y, programme la réunion. J'amènerai mon avocat.
Mise à jour 3. La réunion a eu lieu 2 semaines plus tard. Diane, son avocate, moi, et mon avocat, Tom. Nous étions assis dans la salle de conférence de son avocate, chacun avec des copies du contrat prénuptial devant nous. L'avocate de Diane, une femme nommée Patricia, a commencé. Nous avons demandé cette réunion pour discuter de modifications potentielles à l'accord prénuptial signé par ma cliente et Monsieur Marcus. Sur quel motif, a demandé Tom. Sur les motifs que Monsieur Marcus n'a pas correctement divulgué sa situation financière au moment de la signature. Le contrat prénuptial a été négocié avec la compréhension que Monsieur Marcus gagnait environ 140 000 $ annuellement. Il n'a pas divulgué qu'il possédait une entreprise valant des millions. C'est incorrect, a dit Tom. Le contrat prénuptial mentionne spécifiquement la propriété d'une société de logiciels par Marcus. C'est là, dans la section de divulgation des biens, page 8. Il a montré la section pertinente. J'ai regardé Patricia la lire. J'ai observé son expression changer légèrement. La divulgation dit qu'il possède une société de logiciels. Elle ne spécifie pas la valeur. Elle n'avait pas besoin de le faire. La valeur au moment de la signature était d'environ 2 millions de $, basée sur les revenus annuels. L'entreprise a depuis grandi et a été partiellement acquise. Tout cela s'est produit après la signature du contrat prénuptial, ce qui le rend non pertinent pour l'accord original. Patricia a feuilleté les pages. Diane était assise à côté d'elle, l'air de plus en plus mal à l'aise. De plus, a continué Tom, mon client a ajouté une clause spécifique concernant les biens professionnels. La clause 14, page 11, toute entreprise ou véhicule d'investissement détenu avant le mariage ou démarré pendant le mariage reste la propriété exclusive de la personne qui l'a créé, y compris tous les revenus et les capitaux propres de la dite entreprise. Cette clause a été ajoutée à la demande de mon client et approuvée par vous, Patricia, avant la signature. Votre cliente l'a acceptée. Diane s'est penchée pour lire la clause. J'ai vu son visage changer lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle disait. Je tiens également à souligner la clause 16, a dit Tom, la clause de divulgation financière, également ajoutée par mon client. Elle stipule que si l'une des parties falsifie sa situation financière ou dissimule des biens, le contrat prénuptial devient nul. Mon client n'a rien falsifié. Il a divulgué la propriété de son entreprise. L'augmentation ultérieure de la valeur n'est pas une fausse déclaration. Cependant, si nous devons discuter de la divulgation financière, Tom a sorti un dossier. J'ai fait des recherches sur la situation financière de Madame Marcus. Diane, avez-vous divulgué votre héritage de votre grand-mère? Diane est devenue pâle. Quel héritage? Les 300 000 $ que vous avez reçus il y a 2 ans, lorsque votre grand-mère est décédée. L'héritage qui se trouve actuellement sur le compte de placement sous votre nom de jeune fille. Cet héritage aurait dû être divulgué dans le contrat prénuptial comme un bien prénuptial. Il ne l'a pas été. Patricia a regardé Diane. Est-ce vrai? Diane n'a pas répondu. Si c'est vrai, a poursuivi Tom, alors, selon la clause 16, la clause ajoutée par mon client, le contrat prénuptial devient nul en raison d'une fausse déclaration financière, ce qui signifie que tous les biens deviennent des biens matrimoniaux soumis à une division égale, y compris les 5 millions de $ de mon client provenant de l'acquisition. Mais aussi le salaire et les biens de votre cliente, l'épouse de mon client, a rapidement dit Patricia. Correct. Cependant, les revenus d'acquisition après impôt de mon client, d'environ 5 millions de $, dépassent de manière significative le salaire combiné et l'héritage de votre cliente. Dans un scénario de contrat prénuptial annulé, elle aurait droit à la moitié de tous les biens matrimoniaux, mais mon client aurait droit à la moitié des siens. Les calculs ne jouent pas en sa faveur. J'ai regardé Diane réaliser ce qui venait de se passer. Elle était venue ici pour contester le contrat prénuptial, pour accéder à mon argent. Au lieu de cela, elle avait exposé son propre bien caché, ce qui invalidait le contrat prénuptial sur lequel elle avait insisté, et qui en fait, me serait plus bénéfique qu'à elle en cas de divorce. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, Patricia a parlé. J'ai besoin de m'entretenir en privé avec ma cliente. Tom et moi sommes sortis, et avons attendu dans le hall pendant 20 minutes. Quand on nous a rappelés, Diane avait l'air d'avoir pleuré. Ma cliente retire sa demande de modifier le contrat prénuptial, a dit Patricia sèchement. Elle reconnaît que l'accord est valide tel qu'il est rédigé. Excellent, a dit Tom.
Juste pour être clair, mon client n'a aucune intention de poursuivre la question de la divulgation financière. Tant que le contrat prénuptial reste en place et incontesté, il est satisfait de l'arrangement. Nous avons quitté la réunion. Diane et moi sommes rentrés chez nous séparément. Elle était allée à la réunion directement après le travail. Quand je suis rentré à la maison, elle était déjà là, assise sur le canapé. « Tu savais, dit-elle. Tu savais pour mon héritage. J'ai fait mes vérifications préalables avant de signer un contrat légal. Oui, je savais. Tu aurais pu dire quelque chose. J'aurais pu, mais tu voulais une séparation financière complète. Ton héritage était ton affaire. Je n'allais pas contester cela. Mais tu l'as gardé comme levier. Je l'ai gardé comme protection. Tu voulais un contrat prénuptial qui te protège de moi. Je me suis assuré d'être également protégé de toi. C'est à cela que servent les contrats prénuptiaux. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, rien. Le contrat prénuptial est maintenu. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. Exactement comme tu le voulais. Et si je veux divorcer? Alors nous divorçons. Le contrat prénuptial spécifie aucune pension alimentaire, une séparation nette. Nous repartons chacun avec ce que nous avons apporté. Elle est restée assise, à réfléchir. Tu t'es joué de moi. Non, je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. Tu voulais une protection financière. Tu l'as eue. Je me suis juste assuré d'avoir la même protection. Ce n'est pas se jouer de toi. C'est être intelligent. Dernière mise à jour. Cela fait 3 mois depuis cette réunion. Diane et moi sommes toujours mariés, mais les choses sont différentes. Il y a une distance entre nous qui n'existait pas auparavant. Elle me regarde différemment maintenant, comme si elle essayait de comprendre comment elle avait si mal jugé la situation. Nous maintenons toujours des finances séparées, et partageons toujours les dépenses ménagères à parts égales. Mais il y a une prise de conscience maintenant que la dynamique de pouvoir n'est pas ce qu'elle pensait. Elle est entrée dans ce mariage en pensant qu'elle était le principal soutien de famille, celle qui avait besoin de protection. Découvrir que j'avais significativement plus de biens qu'elle a fondamentalement changé quelque chose. La semaine dernière, elle a abordé la question de la thérapie de couple. Je pense que nous avons besoin de parler à quelqu'un de la confiance. Je n'ai pas trahi ta confiance, ai-je dit. J'ai été complètement honnête sur tout. C'est toi qui as caché un héritage. Tu m'as laissé croire que tu gagnais moins que ce que tu faisais. Je ne t'ai jamais dit que je gagnais moins. Tu as supposé. Tu n'as jamais posé de questions sur mon entreprise. Tu n'as jamais montré d'intérêt pour les détails. Tu étais concentré sur tes propres revenus, ta propre protection. J'ai respecté cela et j'ai fait de même pour moi-même. Alors, où allons-nous à partir d'ici? Ça dépend de toi. Le contrat prénuptial est maintenu. Nos finances restent séparées. Si tu veux rester marié, nous restons mariés. Si tu veux divorcer, nous divorçons. Mais l'arrangement financier ne change pas. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je te dise? Tu as insisté pour un contrat prénuptial qui te protégeait de moi. Je me suis assuré qu'il me protège également de toi. Tu es contrarié parce que cela a fonctionné dans les deux sens. Je ne sais pas quoi te dire. Elle est allée se coucher. Je suis resté debout, à réfléchir à la façon dont nous en sommes arrivés là. La vérité est que je ne suis pas sûr que nous allons y arriver. Diane voulait une protection financière parce qu'elle ne me faisait pas vraiment confiance. Elle ne me considérait pas vraiment comme un partenaire égal. Elle me voyait comme une responsabilité potentielle, quelqu'un qui pourrait profiter de sa réussite. Quand elle a découvert que j'avais plus de succès qu'elle, au lieu d'être heureuse pour moi, elle était en colère parce que je le lui avais caché. Cela me dit tout sur ce qu'elle valorise. Ce n'est pas le partenariat. Ce n'est pas le soutien mutuel. C'est le contrôle, la protection et le fait de compter les points. Je m'appelle Marcus, 34 ans, marié à quelqu'un qui a insisté pour un contrat prénuptial afin de se protéger de moi, puis qui s'est fâché lorsque le même contrat prénuptial m'a protégé d'elle. Apprendre que lorsque quelqu'un exige une protection financière avant le mariage, c'est parce qu'il ne vous voit pas vraiment comme un partenaire. Il vous voit comme un risque. Et peut-être avait-elle raison de le voir ainsi,
car le contrat prénuptial sur lequel elle a insisté a garanti que lorsque les choses s'écrouleront, et je pense qu'elles s'écrouleront, nous repartirons tous les deux avec exactement ce que nous avons gagné. Ni plus, ni moins. C'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle a obtenu. Les gens n'arrêtent pas de demander si j'ai délibérément caché la valeur de mon entreprise. Non. J'ai divulgué que je possédais une société de logiciels dans les documents du contrat prénuptial. Diane n'a jamais demandé de détails sur les revenus ou l'évaluation. Je n'étais pas obligé de fournir des informations qu'elle ne demandait pas. Son avocate aurait dû poser la question si la valorisation de l'entreprise était importante pour elle. La question de la divulgation de l'héritage. Oui, j'étais au courant avant de signer. J'ai fait mes recherches. Je n'en ai pas parlé parce que le contrat prénuptial qu'elle voulait garder de toute façon tout séparé. Son héritage était à elle. Mon entreprise était à moi. Cela n'est devenu pertinent que lorsqu'elle a tenté de contester le contrat prénuptial sur des questions de divulgation. Pour ceux qui demandent si nous allons divorcer, je ne sais pas encore. Nous sommes dans une sorte de situation de limbo où nous sommes légalement mariés, mais essentiellement des colocataires financiers. Elle est distante depuis la réunion avec son avocate. Je pense qu'elle essaie de déterminer si rester mariée à quelqu'un avec de l'argent auquel elle ne peut pas accéder est mieux que d'être célibataire. C'est une base assez déprimante pour un mariage.